Salut les petits foies à la crème. Bienvenue pour cette seconde partie de Psychorama consacrée à la femme. Dans l'épisode précédent, on a vu que la femme n'existait pas. Mais on a vu aussi que le désir féminin avait évolué au fil du temps. Il y eut d'abord la femme de la Bible, qui n'existait pas, puisqu'elle appartenait à l'homme. Puis la femme de Freud, qui voulait un pénis. Puis vint la femme de Lacan, celle qui n'existe pas en dehors du désir de l'homme. Bref, il y aurait donc deux femmes, la mère et l'amante. Toutefois, est-ce que ces deux définitions de la femme sont suffisantes pour définir la femme? Et surtout, sont-elles suffisantes pour définir la femme d'aujourd'hui, la femme actuelle? La femme d'antan n'existait pas, mais la femme d'aujourd'hui existe-t-elle? Je vous invite à poursuivre mon enquête pour retrouver cette femme qui n'existait pas et déterminer si finalement elle existe ou pas, quoi. Hein? Aujourd'hui, la femme existe et elle t'emmerde. Quelque chose clochait. Il y avait un point commun entre toutes les précédentes théories sur la femme. Elles étaient toutes écrites par des hommes. D'ailleurs, Lacan disait aussi que la femme avait affaire à une jouissance dont elle ne pouvait rien dire. Ce qui est logique, vu qu'elle n'existait pas. Mais si on l'interrogeait, la femme aurait-elle quelque chose à dire sur la femme? C'était un mardi noir. Malgré son inexistence, j'avais réussi à mettre la main sur la femme. Mais c'était une véritable boucherie. La femme était une blonde, atteinte de psychose narcissique. Voilà. Elle se maquillait en s'adressant à un miroir. Et puis elle riait. Elle riait de se voir si belle en ce miroir. Elle appelait ça se psychanalyser la face. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Aujourd'hui, on va parler de cette phrase de Lacan absolument formidable, géniale, énigmatique, tout ce que tu veux. La femme n'existe pas. Ce qui est un petit peu emmerdant vu que là, actuellement, je me sens quand même exister. Et j'ai beau avoir tout ce que tu veux en tête, est-ce que j'existe vraiment? Est-ce que ma présence sur Terre est un rêve ou une illusion? Ou que sais-je encore? En attendant, moi je me sens exister et je suis une femme. Et là, on touche déjà peut-être le début d'une explication. Je m'explique. Parce qu'en fait, Lacan, il dit « la femme n'existe pas ». Alors, est-ce que moi, Emmanuel, femme, je suis une femme ou je suis la femme? A priori, je suis une femme. Je me considère pas comme la femme. Et alors là, du coup, on pourrait quand même commencer à se dire putain, c'est presque mystique en fait comme théorie, le fait de dire la femme n'existe pas. Parce que d'un coup, est-ce que t'es obligé d'être envoyé à est-ce que l'homme existe? Alors déjà, dans cette société un peu sexiste du langage, est-ce que l'homme existe? Est-ce que ça veut dire que l'humain existe, déjà? Donc ça, j'ai envie de dire oui, comme concept. Ensuite, est-ce que l'homme en tant que genre, homme, masculin, existe? Bah, moi, personnellement, j'aurais à ce moment-là envie de dire non. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si la femme n'existe pas, je vois pas pourquoi l'homme existerait. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de penser au caractère un peu judéo-chrétien de tout ça, qui serait Dieu le Père, qui est quand même plutôt genré niveau... Enfin, c'est un homme, quoi, existe. Et là, c'est Dieu, quoi. C'est l'homme existe. Je sais pas du tout si Lacan... Oh putain, c'est vrai que j'ai bronzé et que là j'ai l'air très blanc. Oh là, c'est bizarre. Attends. Merde. Est-ce que le panda existe? Peut-être aussi. Voilà. C'est très étrange. Dans mon miroir, ça va à peu près. Mais alors, à la caméra, on dirait que j'ai pris un coup de soleil au ski et que j'avais des lunettes. Bon, bref. Donc, pour revenir au truc judéo-chrétien,
euh, je peux pas m'empêcher de me dire que si la femme n'existe pas et que l'homme existe, ce serait un peu un côté un peu mystique, genre Dieu existe, le monothéisme existe, l'homme en tant qu'un existe. Enfin, mais ça se trouve, je dis que de la merde, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et du coup, ça nie presque toutes les sociétés dans lesquelles la femme a une vertu à la base spirituelle, genre en Inde, ou alors même chez les Grecs, Gaïa, la terre, là c'est genré du côté femme, et là ce serait quand même la femme matrice, et du coup on en revient à... Ah ouais, et du coup on arrive à la femme mère. Donc ça voudrait dire que la femme qui existe, elle serait forcément mère. Enfin, non, alors pour Lacan, ce qui est intéressant, c'est que justement pas. Par contre, pour Freud, oui. Pour Freud, la femme, c'est la femme qui est une mère. Et je m'embrouille parce que ce thème est tellement compliqué. Parce que je me demande si à la base, justement, l'idée de Lacan, en disant ça, il n'y a pas une enfin, si c'est pas une phrase qui permet aussi à la femme, entre guillemets, de se libérer de sa condition de femme. Je pense quand même qu'il y avait quelque chose de l'ordre de presque féministe, c'est-à-dire la femme n'existe pas. C'est finalement, vous êtes des femmes, il y a 10 milliards de possibilités, enfin peut-être pas 10 milliards parce que on est moins de femmes sur Terre que ça, mais bref, il y a autant de femmes que de possibilités d'être femme. Est-ce que on devient même femme à un moment donné? Ça, les lacaniens auraient tendance à dire que non. Mais qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné être une femme, même une femme? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Du coup, en fait, on part tout de suite sur une identification à un genre. Et j'aurais tendance à penser que je suis plutôt contre ça, dans le sens où je trouve que c'est une super avancée que d'être passé de l'identification à son sexe biologique. C'était un peu débile et qu'on peut effectivement s'identifier à l'autre sexe, mais je trouve aussi un peu débile finalement de s'identifier à un genre de manière très caricaturale. Alors que je trouve que ce qui est finalement la façon la plus complexe et de vivre en tant qu'humain, c'est de s'identifier aux deux genres quasiment en permanence et d'être un peu homme, un peu femme, un peu les deux, un peu rien, un peu un chat, je ne sais pas, peu importe, mais je pars dans tous les sens avec ce thème parce que c'est un peu compliqué. Et donc, pour en revenir à Freud et Lacan, donc il y avait cette idée d'être la femme, c'est la femme mère, et Lacan, il aura tendance à dire que non, on peut très bien être femme sans être mère, mais du coup, pour lui, parce que peut-être c'est une façon de dire, parce que de toute façon, on s'en fout, la femme n'existe pas, donc en fait, fais ce que tu veux. Mais moi, ce qui me dérange dans cette phrase, c'est il y a bien, allez, s'il fallait trouver un problème et que j'aimerais peut-être résoudre et que je n'arrive pas, moi, à résoudre, c'est pourquoi l'homme existerait là où la femme n'existe pas. Parce que ça voudrait dire qu'en fait, on est sur le primat du phallus. Le primat du phallus, c'est du coup, donc c'est le primat du désir, et en même temps, on a choisi comme concept du désir le phallus. Et ça, c'est quand même, du coup, encore ramener les choses à une différence homme-femme quand même. Même si on veut se dire que c'est symbolique, etc., etc., on part quand même sur un symbole phallique, donc qui s'inspire du pénis, il faut le dire. Et ça, c'est un peu emmerdant. C'est ça qui me dérange dans cette théorie-là. Parce que ça voudrait dire que les femmes, de toute façon, se construisent que par rapport au fait qu'elles ne l'ont pas. Et donc, forcément, elles doivent inventer une façon de devenir femme avec ça, puisqu'elles n'ont pas le phallus, elles ne le posent, enfin voilà, au moins de façon imaginaire au départ, c'est-à-dire le pas de pénis, quoi. Quand je dis imaginaire, ça veut dire on est en dessous du symbolique, quoi. C'est parce que, en fait, une femme peut avoir le phallus, mais ça va être au niveau conceptuel. Mais je veux dire, en termes organiques, elle n'a pas de pénis, donc il faut qu'elle se construise par rapport à ça. Donc elle se maquille, quoi, tu vois, par exemple. Et tu vas me dire, les hommes, ils se maquillent aussi des fois. Et oui,
Parce que justement, on dépasse ce stade de avoir un pénis ou pas de pénis, et finalement ça se symbolise et ça devient un truc que personne n'a finalement. Et donc si personne ne l'a, finalement les hommes sont des femmes qui s'ignorent peut-être. Peut-être c'est ça en fait, le vrai truc. On serait tous des femmes et on serait tous gérés par un homme complètement imaginaire comme ça, qui existerait mais tout seul. Mais alors pourquoi c'est un homme? Merde! Voilà. Allez, salut! Et débrouille-toi avec tout ça. Sale affaire. Alors, merci Manucure. Mais alors, d'après Zafiropoulos, la femme de Lacan est une femme qui vit à travers le désir de l'homme. Ah bon? Ouais. Voilà. Bon, c'est le fantasme de Zafiropoulos, ça peut-être. Bon sang, mais c'est bien sûr. Cette affaire devenait bougrement complexe. Presque autant que l'affaire du casse du casino de Nogent-le-Rotrou en 75, par les frères Michou et Raoul Les Deux Doigts. Il me fallait de l'aide, mais pas seulement l'aide d'un spécialiste. Il me fallait le meilleur. Michel Sardou. J'ai imaginé sans complexe que je vivais l'étrange drame d'être une femme. À mi-chemin entre maintenant et les années 60, cet autre grand penseur avait lui aussi théorisé la femme, son évolution, sa quête émancipatrice. Ainsi, lorsque Michel dit, je cite, « Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. » Merci Michel. Il représente une femme surefféminisée, érotisée. Elle est un phallus à part entière. Plus loin, toujours dans son grand œuvre, il affirme, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être flic ou pompier de service, ou donner le sein à mon fils. Merci Michel. Alors là, Michel réussit le tour de force de renvoyer la femme à son rôle premier, décrit par Freud, mais aussi à sa négation développée par Lacan, tout en anticipant le changement de place de la femme dans la société ces dernières années. Bravo Michel. Mais Michel Sardou ne s'est pas arrêté là. Le coupable revient toujours sur les lieux du crime. Et comme s'il avait voulu effacer tous les indices, en 2010, il a pondu son propre remix de son titre « Être une femme ». Il ne s'est pas contenté de moderniser la musique, non. Il a réécrit toutes les paroles pour s'ajuster à l'évolution des mentalités féminines depuis les années 80. Désormais, les femmes sont des hommes à temps plein. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. Quelque part, on pourrait dire que la femme de Sardou n'existe pas non plus, puisque dès qu'elle cesse d'être un objet partiel, une côte, dès qu'elle devient autonome, qu'elle n'a plus forcément besoin d'un enfant ou d'un homme pour exister, elle se transforme elle-même en homme. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chasses à fouetter. Merci Michel. Et il présente la femme des années 2010 comme une sorte de super-héroïne. Les hommes ne peuvent voir la femme qu'à travers leur propre existence. Une femme extraordinaire serait nécessairement un surhomme. En fait, la femme de Sardou serait un homme, en plus d'être une femme. Un androgyne. Bref, elle a quelque chose en plus, et pas un kilo de trop. Donc au sujet de cette femme dont Lacan dit qu'elle n'existe pas, la question devient, est-ce qu'il dirait la même chose aujourd'hui? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pour déchiffrer cette énigme, il me fallait interroger les membres de Psycho Koiki, une secte de philosophes lacaniens. Ils vivaient reclus dans une chambre d'ado attardée, peuplée d'idoles sorties des pires cauchemars. D'aucuns racontaient même qu'ils se nourrissaient de leur propre urine. Au fait, vous avez entendu que Samuel, là, de Psychorama, il veut qu'on fasse une intervention avec la femme, là, je sais pas quoi. Oh là, vous sentez venir le piège, là? La bonne question bien casse-gueule? Non mais en plus, Samuel, Psychorama. Eh oh, je suis là. Je vous entends. Chaîne de merde. Ces lacaniens m'avaient pas l'air très orthodoxes. Ouais, écoute, franchement, tant qu'à parler de la femme, autant aborder les deux auteurs les plus critiqués dans le domaine. On va parler de Nietzsche et de Lacan. Alors je vais partir d'une citation de Nietzsche.
la vérité est une femme, ses voiles, ses pudeurs et ses mensonges lui appartiennent essentiellement. Et pour ma part, je vais partir d'une citation de Lacan très connue, la femme n'existe pas. La vérité est une femme, ses voiles, ses pudeurs, ses mensonges lui appartiennent essentiellement. Il y a un double message là pour Nietzsche, sur la vérité et sur la femme, puisqu'il est en train de nous dire qu'en fait que l'essence de l'un et de l'autre, c'est quelque chose de relatif. Les voiles, les pudeurs, les mensonges. Et ça c'est paradoxal, puisque finalement, qu'est-ce que c'est qu'une essence? C'est qu'une chose est une chose et pas une autre, si vous voulez, c'est la définition la plus stricte qu'on peut trouver, dans le dictionnaire par exemple. Une table par exemple, elle peut être peinte en rose, avoir un joli napperon ou un dessin kawaii, mais c'est pas essentiel pour dire que c'est une table, ça c'est secondaire. Ce qui fait qu'une table est une table, c'est que c'est un meuble avec une surface plane, posée sur un ou plusieurs pieds. Si t'as tout ça, tu peux la faire entrer dans la catégorie table. Et le paradoxe là, c'est que Nietzsche est en train de nous dire que ce qui fait qu'une femme est une femme, ce sont des caractères relatifs, secondaires, les voiles, les mensonges, les pudeurs. Alors, voile, mensonge, pudeur, finalement, ça revient un petit peu au même, c'est tout ce qui sert à masquer, à couvrir ou à voiler. Tout ce qui se rajoute par-dessus, finalement. Le parfum, le maquillage, le soin, la mise en scène du corps, des questions d'habillage, finalement. Et Nietzsche nous dit pourtant que c'est essentiel à la femme, et qu'en retirant ça, il reste plus grand-chose, en tout cas, il reste plus rien de la féminité. Donc voilà ce qu'on a en termes de résultats. Alors finalement, pour Nietzsche, la féminité, ce n'est qu'une question d'habillage. Ok, j'ai compris le concept. Ouais, ça m'a fait penser à toute cette presse pour les femmes, Closer, Elle, Paris Match, et j'en passe, toute cette presse à la con, donc je me suis demandé pendant des années, mais pourquoi on lit ça? Parce qu'il n'y a rien dedans, c'est de la merde. Et en fait, maintenant, je comprends un petit peu ça comme la mise en valeur de modèles, entre guillemets, qui vont expliquer à celles qui veulent devenir des femmes, comment devenir des femmes. Alors Samuel, si tu veux être une femme, il faut que tu sois ça, ça, ça et ça. Et c'est pour cela qu'on pense que Nietzsche conspue les femmes. En fait, il dit ça sur tous les humains qui se soumettent d'emblée à un discours qui leur dit qu'ils doivent être, et que Nietzsche considère un peu comme des Untermenschen, des sous-hommes quoi. Et pas de souci, si William décide un matin de rendre son tablier et de dépasser tous ces discours de vérité relatifs qu'on lui a collés dessus depuis qu'elle est petite, mais c'est tout à fait possible. Et si vous en voulez des exemples réussis, eh bien les héroïnes dans Miyazaki, c'est parfait. Et d'ailleurs, je pense que Nietzsche, il aurait bien kiffé la princesse Mononoke comme dépassement achevé de l'humain. Oh, ça pue l'humain. Ouais, mais tu vois, je suis pas sûr que Mononoke, elle aurait apprécié Nietzsche, elle, par contre. Par contre, pour Nietzsche, ces femmes qui dépassent les femmes, ce ne sont plus des femmes. C'est de l'Übermensch, du surhumain. Et ça, c'est un concept sans genre. Et c'est pour ça que pour Nietzsche, la vérité, c'est comme une femme. Parce que dans les deux cas, c'est un ensemble de points de détail que tu dois prendre pour argent comptant. Mais que tu retires la mise en scène, les mensonges par omission, les valeurs, il reste plus grand chose en fait. C'est que des éléments bruts de tes coffrages qui ont pas de sens. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Allez, drôle-toi. C'est pas un concours de vitesse. Non, je veux que ce soit un effeuillage de grand luxe. Je veux du sexy. Du coup, Samuel, si tu me demandes ma vérité sur la femme, je te réponds fuck la vérité, parce que dans le domaine, c'est que du subjectif. Passons maintenant à la phrase de Lacan. La femme n'existe pas. C'est vrai que dit comme ça paraît être une phrase un peu choquante, quoi, toute bête et tout ça. Mais en fait, quand on la creuse un peu, on se dit que c'est quand même vachement plus compliqué que ça en a l'air. Donc on va essayer de creuser un peu rapidement tout ça. Et déjà, il va falloir partir du point de départ tout simple de la castration. Rappelons tout d'abord que pour Freud, la différence des sexes est à relier à l'anatomie et au fait que le garçon a peur qu'on lui coupe le zizi et que la fille, elle, a l'impression qu'on lui a déjà coupé. Pour Lacan par contre, c'est assez différent. Selon lui, le rapport à la castration est quelque chose de beaucoup plus symbolique et est relié à ce qu'on appelle le phallus, l'objet du désir quoi. En gros, les hommes ont toujours le même rapport au phallus, soit on l'a pas. Alors que pour Lacan, les femmes vont se positionner autrement par rapport à ce phallus, ça dépendra un peu de la situation. Pour ça, il faut rappeler que, selon Freud, le destin de la femme, c'est de devenir mère, et comme ça d'avoir le phallus tant désiré. Alors que selon Lacan, il y a une grande différence à faire entre être femme et être mère. Être femme, c'est à relier à la question de la féminité. En gros, c'est en rapport avec le désir de l'autre. Soit on veut désirer l'autre, soit on veut être désiré par l'autre. En gros, la féminité peut être considérée comme être, ou ne pas être, dans une identification au phallus. Si je suis le phallus, je suis alors l'objet désiré. Tandis qu'être mère, c'est différent, puisque le désir de la mère se tourne entièrement vers l'enfant. Pendant un temps, en tout cas. Non, tu m'embrouilles la crinière.
Il y a donc une différence entre la femme, qui désire être le phallus, et la mère, qui désire avoir le phallus. Dans cette perspective, une femme ne sera jamais l'incarnation parfaite d'une essence féminine. Il n'y aura pas de femme qui sera un tout, qui pourra jamais changer, toujours la même. En fait, il y a plusieurs positions que la femme peut avoir. Et c'est là que Lacan dit que la femme n'existe pas. Il dit pas que c'est la femme qui n'existe pas. Il insiste bien sur le fait que c'est l'article la qui doit être barré et non le nom femme. En fait, c'est l'universalité de la femme qui n'existe pas. En gros, à moins de citer la Vierge Marie, qui est à la fois épouse de Joseph, mère de Jésus, vierge, mais qui a pourtant enfanté, on voit bien que c'est impossible pour une femme de pouvoir avoir toutes ces positions au même moment. C'est ça qui fait que la femme n'existe pas. On peut pas mettre d'universalité, c'est impossible, parce qu'il y a différentes positions que les femmes pourront adopter à différentes périodes de la vie. Alors qu'avec l'homme, c'est différent, parce que tous les hommes sont soumis à l'angoisse de castration. Donc ils seront tous dans un rapport avec le phallus qui est de l'ordre de l'avoir. Soit on l'a, soit on l'a pas. Alors qu'avec les femmes, on va être soit dans l'avoir, avec la maternité, soit dans l'être, avec la féminité. Lacan prend d'ailleurs l'exemple de Médée, dans le mythe de Jason et les Argonautes, qui par amour pour Jason a trahi son père, buté son frère et carrément tué ses enfants. Bref, tous les hommes qui sont autour d'elle et pour qui elle peut éprouver du désir y sont passés. Par ces actes, elle forge sa féminité sur le sacrifice des hommes de sa famille, et se détache de son rôle de mère pour devenir uniquement l'objet du désir de Jason, se constituant ainsi comme son phallus. Elle considère que la satisfaction maternelle l'empêche d'être une femme entière. Bref, Médée, c'est la femme contre la mère. Du coup, Samuel, si tu veux que je t'explique pourquoi la femme n'existe pas, autant citer une autre phrase de Lacan. La femme, ça ne peut s'écrire qu'à barrer la. Il n'y a pas la femme, article défini pour désigner l'universel. Bon, du coup, Samuel, même si tu parles beaucoup de perversion, quand tu nous demandes ce qu'est la femme, je pense que tu sais quand même qu'il y a une différence anatomique et que, il y a des gens qui ont un zizi, il y en a qui en ont pas. T'es pas trop dans le déni non plus, je pense. Par contre, ce qui nous intéresse dans ta question, c'est l'aspect symbolique. Finalement, nos deux auteurs, ils seraient plutôt d'accord entre eux, et ils seraient aussi d'accord avec Simone de Beauvoir qui disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. Parce que, en tout cas pour Nietzsche, être une femme, ça veut rien dire si on ne pense pas ça dans un contexte social, historique, économique très particulier. Et pour Lacan, c'est notre rapport à la castration qui est symbolique et inconsciente. C'est relatif, quoi. Et finalement, le plus intéressant dans ta question, Samuel... Non, Guillaume, non. Finalement, le plus intéressant dans ta question, Samuel, c'est la question en elle-même. Parce que ce genre de questions toutes simples de « qu'est-ce que la femme ? Pourquoi la femme n'existe pas ?» sont le genre de questions où on attendrait une réponse simple, rapide, définitive et claire. Mais est-ce que les femmes, c'est simple, rapide, définitif et clair ? Pour nous, en tout cas, ça l'est pas vraiment. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ces deux citations, parce qu'elles ont l'air toutes les deux très simples, mais elles sont toutes les deux paradoxales et elles incitent à la réflexion. Alors, c'est sûrement pas ce que t'attendais, c'est pas des réponses profondes et immédiatement compréhensibles, non, parce que la vérité dans le domaine, elle est plurielle, c'est relatif et controversé. Par exemple, tout le monde connaît la formule d'Einstein, E égale mc2, mais qui sait vraiment ce que ça veut dire ? C'est un peu pareil avec la psychanalyse, la philosophie ou autre, c'est qu'il y a des gens qui vont sortir des énoncés tout simples, qui paraissent tout bêtes, et que tout le monde va s'approprier en disant « c'est inadmissible, comment on peut sortir un truc pareil » et tout ça, sans prendre en compte le fait que des énoncés pareils, ça va conclure un travail de recherche énorme, et beaucoup de théories, beaucoup de réflexions, des centaines d'heures, voire plusieurs bouquins aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre une phrase qui paraît aussi simple si on n'a pas vraiment essayé de traiter toute la question ? Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça ? Qu'est-ce qui a pu l'amener à sortir un énoncé aussi simple ? Donc faut faire un peu attention à ce qu'on lit. Donc du coup, si quelqu'un réagit immédiatement à ce genre de petite citation qu'on vous a donné en disant « ouais, c'est inadmissible, c'est misogyne, c'est la machosphère », ça en dira beaucoup plus long sur cette personne que sur les auteurs de la citation. Ouais, d'ailleurs c'est ça, en fait. Parce que si on veut répondre de manière claire et rapide à la question que tu nous as posée, ça nous obligerait à rabaisser la femme à un seul de ses aspects, ce qu'elle n'est pas du tout. Non, elle est plurielle, comme de tous. Alors la femme serait plurielle. Oh, fallait y penser. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc la femme de la Bible n'existe pas. C'est un bout d'homme. Ces femmes, c'est de l'humain, du surhumain. Mais la femme de Sardou n'existe pas non plus, puisque c'est un homme. La femme qui existe, elle serait forcément mère.
On part quand même sur un symbole phallique, donc qui s'inspire du pénis. La castration. Alors que la femme de Freud existe. Ouh, elle veut un pénis. C'est déjà mieux que rien. Le problème, c'est que la théorie de Freud, qui fonctionne si bien pour l'homme, s'adapte très mal à la femme. En fait, c'est l'universalité de la femme qui n'existe pas. Je suis une femme ou je suis la femme. Elle est plurielle. Mais la femme de Lacan n'existe pas car elle est plurielle. Elle peut vouloir être ou avoir un phallus, tandis que l'homme serait uniquement dans l'avoir. La femme est plurielle, alors que l'homme est singulier. Dites donc, c'est pas très sympa pour l'homme, ça. C'est impossible pour une femme de pouvoir avoir toutes ses positions au même moment. Est-ce que le panda existe? Bon sang, mais c'est bien sûr. La femme est multiple. On ne peut pas la définir. Et c'est tout l'enjeu de la femme d'aujourd'hui. Le refus d'être enfermée dans une définition limitante. Parce que définir la femme normale impliquerait que les autres femmes seraient des déviantes. Demander aujourd'hui ce que veut la femme, ça n'aurait pas plus de sens que de demander ce que veut l'homme. Enfin, à part bien sûr des rapports sexuels avec des partenaires multiples et un steak. Ah ouais, tiens. L'homme est singulier. La femme n'existe pas, mais les femmes existent. Mais alors, laquelle de ces multiples femmes serait concernée par la notion de charge mentale? Je décidai de retourner interroger le professeur Galen à ce sujet. Alors, la question de la charge mentale, là, il y a consensus. C'est pas compliqué. La charge mentale, vaste fumisterie déjà. Hein. En résumé, la charge mentale féminine... Oui, bon, je décidai de ne pas interroger le professeur Galen à ce sujet, finalement. Parce que dire que la femme est multiple, ça peut vouloir dire deux choses. La femme est plurielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières pour une femme d'avoir ou d'être un phallus, ou de ne pas être un phallus. Tiens, être ou ne pas être un phallus, là est la question. Être ou ne pas être. Ne pas être. Mais aussi qu'il existe une femme, la femme multiple. Celle qui voudrait être à la fois une mère et une amante. La femme de Freud et de Lacan. Mais aussi une femme domestique et une professionnelle. La femme si justement dépeinte par Michel Sardou. Bref, la femme polymorphe. Cette femme-là, on ne peut pas dire que c'est la femme idéale, car cela reviendrait, une fois encore, à projeter les attentes de l'homme dans un idéal de femme. Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi de mon piédestal. Non, il s'agirait plutôt de l'idéal de la femme, ou plutôt l'idéal du moi femme. Un idéal jamais atteint puisqu'il lui resterait toujours une tâche à accomplir pour être complète. Et c'est cette femme-là qui est concernée par la notion de charge mentale. La bonne à tout faire, la femme couteau suisse. Et cette femme à la fois singulière et polymorphe, eh ben elle est en burn-out. Là voilà la vérité. Elle est en burn-out. Voilà. La femme existe et elle est en burn-out. Elle rentre épuisée tous les soirs, la télé elle veut plus la voir, à peine la coupe d'un magazine et un cachet qui les assassine. Bien vu, Michel. Mais alors dans ce cas, il resterait encore un mystère à élucider. Face à cette femme, polyvalente, autonome, performante, mais épuisée, l'homme existe-t-il? Je vous laisse réfléchir aux multiples sens de cette question. À bientôt pour un prochain épisode de Psychorama. Et en attendant, prenez soin de vous. Mais pas trop. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. C'était du vrai whisky dans mon verre.